Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un article qui est paru en octobre 2021 dans le Journal of Endovascular Therapy, dont le titre est Trends in Utilization and Outcomes of Orbital Laser and Excisional Atherectomy for Lower Extremity Revascularization. Alors, donc, cet article, ça va parler de l'atherectomie. Pour introduire le sujet, l'atherectomie, c'est une méthode de revascularisation endovasculaire. L'objectif est de rouvrir les artères bouchées en meulant, en retirant la plaque d'athérome qui s'est accumulée. Le principal type d'atherectomie, l'atherectomie rotationnelle, on verra des schémas ensuite. C'est à l'aide d'une fraiseuse en diamant qui tourne à haute vitesse. Ça permet de pulvériser la plaque en des microdébris qui sont ensuite éliminés. L'atherectomie directionnelle qui, elle, découpe la plaque avec une lame qui est orientée vers la plaque d'athérome, avec un ballon qui est gonflé au niveau de la plaque d'athérome. Et l'atherectomie laser qui utilise un rayon UV pulsé à haute énergie pour vaporiser la plaque d'athérome. Ici, on a l'atherectomie rotationnelle, donc avec la fraiseuse qui vient tourner à haute vitesse pour créer des micro-débris de plaques d'athérome qui sont ensuite évacués. L'atherectomie directionnelle, donc on gonfle un ballon au niveau de la plaque d'athérome, et ensuite la lame est orientée vers cette plaque, et donc elle découpe des morceaux de plaque qui sont ensuite éliminés, mais cette fois-ci, quand on retire le dispositif. Et enfin, l'atherectomie laser, donc il utilise le rayon à haute énergie pour vaporiser la plaque. Cette technique a été surtout développée initialement par les cardiologues pour la revascularisation des artères coronaires, mais elle est de plus en plus utilisée pour la revascularisation des membres inférieurs, en tout cas aux États-Unis, du fait de deux facteurs, du fait du développement de l'ambulatoire, et aux États-Unis, ce sont des dispositifs qui sont remboursés par le programme, par le système médicaire de prise en charge. En revanche, malgré l'augmentation de son utilisation, on a toujours de preuves de son efficacité par rapport aux thérapies conventionnelles et d'efficacité entre les différents dispositifs d'atherectomie. L'objectif de l'étude est d'analyser les tendances d'utilisation entre ces trois techniques d'atherectomie, donc rotationnelle, directionnelle et laser, et de comparer leur efficacité chez deux catégories de patients. Donc, on a évalué ça chez les patients qui présentaient des lésions fémoraux isolées et les patients qui présentaient des lésions jambières isolées. Pour ce faire, le type d'étude qui a été utilisé, c'est une étude rétrospective dont les données étaient tirées d'un registre qui regroupait plus de 650 centres de chirurgie vasculaire à travers tous les États-Unis. Les données étaient collectées prospectivement et regroupaient des informations sur les caractéristiques des patients opérés, donc des informations préopératoires, la procédure qui avait été réalisée, le suivi post-opératoire, donc généralement dans le mois qui suivait l'intervention, et un suivi à un an. Les auteurs précisent que, étant donné que le registre était anonyme, le consentement écrit n'a pas été recueilli, mais qu'il n'était pas nécessaire du fait de l'anonymisation des informations. Donc, étaient inclus tous les cas d'atherectomie percutanée de ce registre entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2018. En revanche, on excluait les patients pour lesquels il manquait des informations. Également, les procédures de revascularisation en urgence étaient exclues de l'étude, ou les patients qui avaient bénéficié d'une thrombolyse pendant l'intervention en plus de l'atherectomie, ou chez qui plus d'une technique d'atherectomie était utilisée. Et les patients aux antécédents d'anévrisme, d'ischémie aiguë, de pontage et d'atherectomie étaient également exclus de l'étude. Tout à l'heure, on a fait deux analyses indépendantes, donc chez les patients qui présentaient des lésions isolées fémoro-propitées et chez les patients qui présentaient des lésions jambières isolées. Et donc les résultats étaient évalués en périopératoire, donc le mois suivant l'intervention, et à un an. En périopératoire, les auteurs ont évalué les complications techniques entre les trois techniques d'atherectomie, donc la dissection, la perforation, l'embolisation et le stenting. Ils ont évalué le succès technique de la méthode utilisée, donc qui était définie par une sténose inférieure à 30%
à l'angiographie de contrôle péropératoire. La mortalité à 1 mois, la durée moyenne d'hospitalisation et le taux de la maladie étaient également des critères pris en compte en péropératoire. À 1 an, cette fois-ci, ils évaluaient la survie globale des patients, la perméabilité des artères qui ont été revascularisées, la nécessité d'une intervention secondaire ou d'une amputation majeure dans l'année, et l'amélioration du périmètre de marche et de l'UPS est également évaluée pour des critères plutôt cliniques. Passons maintenant aux résultats. Donc, sur les 8 années d'inclusion, il y avait 122 000, environ 123 000 procédures de revascularisation des membres inférieurs qui ont été recensées dans le registre. Et parmi elles, 20 000 étaient des procédures qui avaient bénéficié de l'atérectomie, ce qui représente 16% de toutes ces procédures. Parmi ces procédures d'atérectomie, donc, un tiers traitaient des lésions fémoro-poplitées isolées et 7% traitaient des lésions jambières uniquement. On reviendra ensuite sur le détail des résultats sur les diapos qui suivent. Donc, on voit ici que l'atérectomie, en tout cas aux États-Unis, est une technique qui est en plein essor. Donc, en 2010, on avait 10% des procédures de revascularisation des membres inférieurs qui l'utilisaient, alors qu'en 2018, 1 patient sur 4 bénéficiait de cette technique. Et l'usage, enfin, les auteurs précisent que l'usage le plus fréquent de cette technique était employé pour la revascularisation des lésions fémoro-poplitées, qui représentaient 50% des indications qu'elles soient isolées dans le registre. Il y a une chose importante, quand on dit revascularisation, en fait, initialement, c'était une technique qui est utilisée effectivement pour traiter. Et les premières études, les premiers papiers sur l'atérectomie, c'était évalué pour traiter. Au même titre qu'on fait une angioplastie, les gens traitaient. Et ils se sont rendus compte rapidement que ça ne traitait pas parce que derrière, il y avait toujours un stent ou une angioplastie. Et maintenant, depuis maintenant quelques années, ça se positionne comme un dispositif de préparation. Au même titre qu'on prépare les artères avant de mettre un stent par un ballon ou un ballon à nuque ou un ballon actif, par exemple, eh bien, les gens positionnent l'atérectomie pour préparer l'artère à recevoir un traitement, que ce soit un stent actif, un stent de nuque ou un ballon actif. Moi, justement, il est par la preuve. En fait, il y a eu un shift, vraiment, du passage du traitement au passage de préparation. Donc maintenant, parlons de la répartition entre les trois techniques d'atérectomie étudiées ici. Donc on voit que c'est l'atérectomie rotationnelle, donc avec la rotation de la fraiseuse qui est la plus employée, avec environ 60% des indications. Elle est suivie par l'atérectomie directionnelle, avec la lame qui vient découper la plaque, donc environ 23% des procédures de revascularisation en 2016. Et enfin, l'atérectomie laser, qui, elle, comptait 13% de ces revascularisations. Donc l'orbital, c'est des systèmes type Jetstream, type Philips. Excisional, c'est électronique, c'est des systèmes d'atérectomie électronique, et laser, c'est Philips. Donc, les procédures étaient principalement dominées par l'atérectomie rotationnelle, on verra dans la discussion, on reviendra là-dessus. Maintenant, en ce qui concerne les patients qui étaient traités pour des lésions fémoro-poplitées isolées, on voit que 50% avaient bénéficié d'atérectomie rotationnelle, mais que les groupes n'étaient pas homogènes. Donc, dans l'atérectomie rotationnelle, on avait plus souvent des patients qui étaient traités pour des lésions qui étaient plus courtes, avec un risque opératoire plus élevé. Ils étaient généralement plus âgés. 34% étaient traités avec l'atérectomie directionnelle. Cette fois-ci, c'était plutôt des patients caucasiens qui présentaient une insuffisance rénale avec des lésions classées TASC, sur la classification TASC CD, et qui prenaient un seul antiagrégant. Et 16% de ces patients étaient traités par l'atérectomie laser. C'était plus souvent des femmes qui n'étaient pas caucasiennes, qui avaient déjà bénéficié de procédures de revascularisation et qui présentaient plus souvent des douleurs de repos, et qui avaient un risque ASA inférieur ou égal à 3, et qui prenaient plus souvent une bi-antiagrégation que dans les deux autres groupes. Est-ce qu'il rapporte l'utilisation de filtres pendant la procédure? Non, ils n'ont pas. En tout cas, je n'ai pas vu.
Donc pour ces patients, donc on a les résultats péréopératoires et les résultats en 1 an, avec les différents critères de jugement. On voit qu'il y a des différences significatives entre les 3 techniques sur lesquelles on viendra sur la diapo suivante, mais qu'en revanche, à 1 an, donc en péréopératoire, on a des différences, mais à 1 an, on n'a aucune différence significative entre les 3 techniques. Donc en péréopératoire, la technique laser présente, comme on le disait tout à l'heure, un stenting concomitant pendant l'intervention plus important que les 2 autres techniques, donc de 40%, quasiment la moitié des interventions, contre 27 et 26% pour la thérectomie rotationnelle et directionnelle. La thérectomie rotationnelle, elle, les patients ont généralement une hospitalisation plus longue, de 2,2 jours en moyenne. Mais bon, on a vu que dans la catégorie de patients qui bénéficiaient de la thérectomie rotationnelle étaient souvent des patients plus âgés, à risque opératoire plus élevé. Et enfin, la thérectomie directionnelle, il y avait plus de perforation artérielle par son emploi, donc 1,2% contre 0,4-0,5 avec les 2 autres techniques. Il y avait également plus de succès technique, donc 2% environ. C'était significatif dans les 2. Donc à 1 an, il n'y a aucune différence significative sur les critères de jugement évalués entre les 3 techniques. Il n'y a pas de groupe contrôle, ils n'ont pas été bien de contrôle. Justement, c'est la discussion. Pour les patients qui étaient traités pour des lésions jambières, donc 70% étaient traités par la thérectomie rotationnelle, avec toujours un risque opératoire plus élevé chez ces patients. La thérectomie directionnelle, 17% des patients ont bénéficié. Eux, cette fois-ci, présentaient les lésions les plus courtes et avaient déjà bénéficié de revascularisation auparavant. Et la thérectomie laser, ces patients présentaient plus souvent un IPS en préopératoire plus bas que les 2 autres groupes, mais étaient moins souvent diabétiques. Donc cette fois-ci, pour les lésions jambières, on voit qu'en péréopératoire, on n'a aucune différence significative. En revanche, à 1 an, on a certaines différences significatives, notamment sur la perméabilité et sur la réintervention dans l'année entre les 3 techniques. À 1 an, c'est la thérectomie directionnelle qui semble se démarquer, avec une perméabilité supérieure, donc de 88% environ, contre 75% pour les 2 autres techniques. Et elle a également moins de réintervention à 1 an, avec 8,4%, contrairement à la thérectomie rotationnelle qui est 20%, plus du double de réintervention dans l'année. Également, après ajustement, il y a moins d'amputations majeures qu'avec la technique laser, avec la thérectomie directionnelle. Donc, les résultats principaux de cette étude, c'est que la thérectomie est une technique de plus en plus utilisée aux États-Unis, notamment la thérectomie rotationnelle, qui représente plus de 50% de cette augmentation d'utilisation. Dans les lésions fémoro-poplitées, on a quelques différences entre les 3 techniques étudiées en péréopératoire, mais aucune à 1 an. Et dans les lésions tibiales, on n'a aucune différence en péréopératoire. En revanche, à 1 an, les patients traités par la thérectomie directionnelle ont l'air d'avoir un résultat plus intéressant, avec une perméabilité plus élevée, moins d'amputations majeures dans l'année. Mais les lésions étudiées pour la thérectomie directionnelle étaient initialement plus courtes dans ce groupe. Donc, les auteurs discutent également de la répartition entre les 3 types de thérectomie, avec la thérectomie rotationnelle qui prend le pas un peu sur les autres techniques, notamment du fait que le retrait du cathéter est nécessaire dans la thérectomie directionnelle. Quand on vient sectionner la plaque avec la lame, chaque fois il faut retirer pour évacuer la partie de plaque qui a été retirée. En revanche, avec la thérectomie rotationnelle, ça fait des microdébris qui sont ensuite éliminés par le corps directement. Et le laser est moins utilisé parce que pour les lésions calcifiées, les auteurs disent que c'était une technique qui n'est pas employable. Et également, il nécessitait un investissement financier plus important que les 2 autres techniques pour pouvoir. Il y a des raisons pratiques. Il y a un nombre très important si on fait des combats. Donc, tu dis, actuellement, c'est le directionnel qui prend le pas sur le rotationnel. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est un peu, si on le mettrait, on voit tendance à. Au final, c'est peut-être avec une rotationnelle. Donc, les auteurs aussi discutent des faire de l'étude. Donc,
on a quand même beaucoup de patients dans cette étude, même si les rétrospectives sont d'une multicentrique. En revanche, certaines limites de cette étude, c'est que les groupes étudiés entre les 3 techniques n'étaient pas homogènes au départ, du fait du caractère rétrospectif. L'emploi d'un registre également est critiqué par les auteurs qui montrent qu'il peut y avoir une erreur dans le codage des informations, notamment les informations préopératoires, périopératoires, à 1 mois, à 1 an. Donc, il y a pu y avoir des choses qui ont mal été reportées. Il parle également de la variabilité interopérateur. Donc, l'avantage d'avoir beaucoup de centres, c'est qu'on a plus de patients inclus, donc plus de chances de mettre des différences en évidence. En revanche, moins de lisibilité sur la manière dont les techniques étaient employées. C'était critiqué par les auteurs. Et il y avait également plusieurs données manquantes sur le suivi à 1 an des patients qui étaient perdus. Il n'y avait pas de pourcentage chez ces patients. Donc, pour conclure, la thalassémie est une technique qui est de plus en plus utilisée aux États-Unis pour la revascularisation des membres inférieurs, notamment par la thalassémie rotationnelle. Et on retrouve certaines différences entre les 3 types de thalassémie, donc rotationnelle, directionnelle et laser en tibial, mais pas en fémoro-routier, ce qui laisse suspecter que la thalassémie aurait des indications privilégiées selon les artères sur lesquelles on voudrait intervenir. Ces résultats méritent d'être approfondis. Donc, pour les études à venir, on pourrait réaliser une étude randomisée pour comparer ces 3 types de thalassémie, justement pour avoir des groupes homogènes au départ et savoir un peu si une technique se démarque des autres et si les résultats dans cette étude sont confirmés ou non. Et également comparer les panneaux de la thalassémie aux procédures de revascularisation employées actuellement, majoritairement au ballon stenting, mais ça n'a pas. Ok, merci. Merci. Marc, Alexandra, Ici, il y a des strips préparés. Ouais. Il y a 2 intérêts potentiels. Il y a un intérêt qui paraît un peu évident, c'est qu'on passe un livre, puis il n'y a plus rien qui passe derrière. C'est des situations qu'on arrive en janvier notamment, où le guide passe et le ballon ne passe pas et on n'arrive pas à traiter. Donc ça, on comprend très bien que la thalassémie notamment rotationnelle va permettre de fréser et puis permettre de passer et de traiter le patient. Ça, c'est un premier point. C'est aussi valable d'ailleurs pour un autre dispositif. C'est le shockwave, c'est pareil. Ça fragilise une plaque et ça permet de passer dans nos prothèses. Donc ça, c'est un point de succès technique opératoire. Et le deuxième point qui est absolument pas évalué, et pour lequel il y a 0 preuve, mais 0, c'est de savoir est-ce qu'on prépare l'artère avec un dispositif de thalassémie, est-ce qu'on a le meilleur taux de perméabilité à l'avant. Et ça, jusqu'à présent, aucune preuve. Et donc, c'est comme ça l'intérêt, c'est de préparer mieux son artère, mettre un ballon actif ou un stent actif, j'en sais rien. Et ensuite, d'avoir une perméabilité supérieure par rapport à une préparation au ballon où on a simplement fait qu'écraser la plaque et pas l'artiller. C'est vrai que conceptuellement, c'est intéressant, mais pour l'instant, il n'y a strictement rien qui montre que ça m'intéresse. Il y a des études qui avaient, en dehors de la thalassémie, comparé la perméabilité des lésions très calcifiées versus des lésions pas calcifiées dans les ballons actifs ou autres. Le problème, en fait, c'est que sur les ballons actifs et les stents, les lésions, dès qu'elles sont trop calcifiées, civières, etc., elles sont exclues. Ouais. Première chose. Et ensuite, il y a un problème d'appréciation des calcifications parce que, en fait, quand les gens disent c'est calcifié, c'est pas calcifié, ils font strictement aucune différence entre la médiacalcose, qui est un phénomène particulier de calcification, et les calcifications dans la plaque. Tout ça, c'est mis dans un gros pack. Et on dit c'est calcifié modérément, sévèrement ou mineur. Et en fait, c'est une évaluation qui est d'ordre semi-quantitatif parce que ça se fait sur radio et absolument pas qualitatif du tout. Donc, tout ce qui se rapporte aux classifications, je ne suis pas totalement, ça ne tient pas la route. Voilà, les classifications ne sont pas correctement évaluées. Et une bonne chose de l'appréciation des classifications, ce serait le scanner qui permet, à partir de l'appréciation des pixels, d'avoir un volume calcique dans l'artère. Alors, ce n'est pas qualitatif, mais au moins c'est quantitatif correct. Oui, on commence par calcique sur les coronaires. Voilà, exactement. Ouais. Et ça peut se faire dans tel aspect. Mais pour
pour l'instant, à ma connaissance, il y a 2-3 papiers, mais pas grand-chose là-dessus. Et il y a des demandes de remboursement, pour obtenir le remboursement actuellement sur les dispositifs de tariectomie. À ma connaissance, en France, pas du coup, parce France, que c'est ça aussi. non. Alors peut-être il y a des remboursements possibles via, comment on appelle ça, des dossiers d'innovation. Je ne sais pas s'il y a des choses en cours, peut-être. Je pense. Mais bon, moi je pense que ça peut rendre service vraiment dans le procédure. C'est quand même frustrant de passer un livre et de ne pas pouvoir traiter le truc parce qu'il n'y a rien qui passe. C'est une situation qu'on connaît tous. Donc là, je pense qu'il faut vraiment l'avoir pour ça. Et après, de savoir est-ce qu'il faut l'utiliser systématiquement, etc., ça c'est un autre sujet. Je d'un point de vue conceptuel, le shockwave paraît quand même plus séduisant que le télétone, en termes de risque de perforation, tout ça, on a quand même moins de, c'est moins invasif, il y a moins de. Qui c'est qui a présenté l'étude sur le shockwave. Voilà. Et là, on avait montré qu'effectivement, il y avait un succès technique, mais qu'on attendait les résultats à un an pour voir s'il y avait un succès en termes de perméabilité, etc. Parce que c'était dans l'amélioration pour les claviers. Donc, c'était pas du tout pour traiter l'artériopathie. Il commence à avoir les résultats de Il y a eu un résultat de shockwave sur le. Alors, c'est un ami de papier. C'est pas sûr qu'on a présenté, mais. Non, on en avait parlé, mais c'est pas. Mais c'est nécessaire quand même de passer. Ça nécessite de passer d'un an, ouais. Pour moi, c'est pas la même problématique. C'est-à-dire que. Ça répond qu'à la préparation de Voilà, l'artère. non, mais surtout la tariectomie, ça va permettre de passer autre chose qu'un guide quand on n'arrive pas à passer. Alors que le shockwave, il faut quand même déjà être passé avec le ballon. Enfin, je pense pour les lésions très protrusives, comme on a pu en avoir tous, le petit truc au niveau du hunter qu'on n'arrive pas à passer, qui n'est pas calcifié, le shockwave, je ne suis pas sûr que ça soit. Ah, si ton ballon ne passe pas, le shockwave va pas passer, ouais, c'est sûr. Donc, on va faire peut-être pas de tériectomie, shockwave.